Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu vois cette boîte, tu sais qu'on va remettre les clés d'une nouvelle conciergerie. Et aujourd'hui, on se trouve en région parisienne. On va rejoindre Quentin. Quentin, il est jeune, il est ingénieur et il a choisi de gagner sa liberté financière grâce à l'immobilier. Et face au taux de crédit actuel, face à la situation qui se passe sur l'IMO, il a fait un choix, c'est tout simplement de rejoindre les conciergeries clés en main. Et il a déjà dépassé les 1 000 € de marge pour sa conciergerie alors qu'il n'est pas encore livré de tous ses biens. On va aller découvrir son histoire ensemble, c'est parti. Salut Quentin! Hey coucou! Tiens, vas-y. Ça va? Salut, ça va et toi? Nickel! Salut Quentin, ça fait plaisir de te voir. Bah, super en forme, carrément. Bon, ça y est, on est là Oh, pour trop te remettre cette petite boîte. Au top. On s'installe? Allez, c'est parti. On commence direct par, on va commencer par la petite boîte comme ça. Agréable. Trop bien. Bah Voilà. super. Bon, sachant que déjà, il y a une partie de tes biens que tu exploites déjà. Oui, tout à fait. Et tu as un nouveau, une pépite qui arrive sur Argelès-sur-Mer. Ah oui, ça fait. C'est fait bientôt. Ça fait un petit paquet de clés. C'est encore mieux que passe-partout là. C'est. Exactement. Bah trop bien. Bon, ça fait quoi d'être patron de conciergerie? Eh ben déjà ça fait plaisir parce que ça vient concrétiser un peu une certaine philosophie, l'envie de faire de l'entrepreneuriat. Donc ça y est, on est dedans. C'est parti. Et je pense que ça annonce le début d'une aventure a priori très intéressante. Et toi, t'as quel âge? 27 ans. 27, 27 ok. ans. Et du coup, tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat il y a combien de temps? Comment ça s'est venu? Alors ça fait un petit moment que ça me trotte dans la tête parce que voilà, je passe pas mal de temps sur Internet, je vois beaucoup de parcours très intéressants, des success stories à gogo, et forcément ça crée une certaine stimulation, une certaine motivation à se lancer. On se dit lui il a réussi, pourquoi moi je peux pas réussir? Après, il faut arriver à trouver un domaine qui nous plaît, parce qu'il ne faut pas se lancer non plus à l'aveugle dans n'importe quel domaine. Et comme je suis déjà un petit peu dans le secteur du bâtiment et de la construction, je me suis dit, je m'intéresse à l'immobilier depuis un certain temps, mais comme en ce moment, les conditions ne sont peut-être pas idéales pour se lancer dans l'immobilier, on va dire classique, je trouvais que le principe de conciergerie, ce système-là, ils ont été un bon moyen de se lancer, de démarrer. Voilà. Parce que toi, en fait, dans ton boulot, tu es ingénieur. C'est ça. Exactement, Ingénieur, dans le bâtiment. Dans le bâtiment, on va dire dans les infrastructures publiques. Voilà, je travaille pour on va dire les confrères de la RATP, donc c'est la Société des grands projets. Ok. On travaille sur des projets de métro. Voilà, Ok. en Île-de-France. Et du coup, en tant qu'ingénieur, j'imagine que tu bosses quand même beaucoup, surtout en région parisienne. Tu as le bon métro boulot dodo. Ah bah là, on peut dire qu'on est dedans, ouais. On peut dire qu'on est dedans. Moi qui suis pas de Paris à la base, j'ai découvert ce qu'était le fameux dicton. Non. Après, je suis sur un projet très passionnant, donc il y a quand même la motivation qui est là. Mais en effet, des fois, on se lève le matin, on se dit, c'est costaud. Et la carrière est longue, donc voilà, on a envie de faire d'autres choses aussi à côté. Ok. Et du coup, tu travailles beaucoup et la conciergerie, ça s'allie bien, on est d'accord? Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent être qui peuvent se dire la conciergerie, c'est compliqué, on peut pas le faire en plus d'un boulot, etc. Eh ben, j'avais un peu ces craintes-là au début. Je me disais, mais bon, il va falloir que j'arrive à me trouver du temps pour faire ça, surtout qu'il faut être un peu disponible à tout moment pour les voyageurs, pour la propriétaire. Enfin, il faut se rendre disponible, montrer qu'on est là. Et finalement, on s'aperçoit que c'est pas insurmontable. Pour l'instant, tout s'est très bien passé. Donc oui, on peut allier les deux sans aucun souci. Ok. En tout cas, avec mon métier à moi, c'est faisable. Ok. Voilà. Et là, justement, on t'a remis les clés, mais tu as déjà commencé à gérer. Oui. Et bravo pour tes résultats, parce que ce Merci. mois-ci, tu as déjà dépassé 1 000 € de marge sur ta conciergerie. Est-ce que, quels sont tes objectifs chiffrés à 3 mois, à 6 mois, à 1 an? Alors chiffré, j'aurais peut-être un peu du mal à dire, mais en tout cas, l'objectif, c'est clairement de faire grossir la conciergerie. Là, c'est bon, j'ai réussi à bien rentrer dans le processus du début à la fin. J'ai bien compris les rouages, donc maintenant, l'objectif, c'est de faire grossir pour faire augmenter le chiffre d'affaires, voilà, et ensuite peut-être déléguer à certaines personnes, faire grossir la société. Parce que l'idée, c'est ça. Pour l'instant, j'ai une société en SASU, donc je suis tout seul, avec des partenaires, évidemment, des prestataires, mais pourquoi pas faire grossir, avec avoir des salariés, voilà. Oui, l'avantage d'avoir plusieurs biens, c'est que tu peux facilement déléguer. Complètement. Et ensuite, Et peut-être aussi partir sur des projets un peu
toujours dans l'immobilier, mais plus personnel, par exemple acheter des biens pour moi ou des biens à rénover pour les mettre en location courte durée, et que je gérais moi-même, bien entendu. Dans ta Donc, structure, ouais. Voilà, tout à fait. C'est un peu l'idée. C'est ça qui est génial, je trouve, avec la conciergerie, c'est qu'en fait, ça s'imbrique super bien dans un ensemble. Et moi, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans ma vie. En fait, c'est finalement de dire, ok, finalement, j'ai un business qui est là, mais quel est finalement soit notre plus gros poste de dépense ou quel est notre plus gros, et en fait, d'aller dire, je vais aller un petit peu plus loin sur, je vais créer une structure qui est complète. Voilà, exactement, c'est complètement liée. On a d'ailleurs un membre qu'on ira interviewer bientôt, qui est en train de lancer une boîte de ménage, tu vois, à côté, pour aller gérer à la fois d'abord ses appartements, puis pour aller gérer en fait tout ce qui va aller en développement, ce que je trouve assez, assez cool. C'est assez drôle que tu en parles parce que j'ai un peu dans mes idées, dans ma petite liste d'idées, il y a notamment ça. D'accord. Peut-être arriver à montrer soit une petite structure parallèle ou arriver à mettre tout dans la même société, mais voilà, prendre en charge le volet ménage dans ta structure. Dans ma structure. Directement. Voilà. C'est quand même un gros poste, mine de rien. Dans la conciergerie. Ça, c'est un vrai challenge. Parce que quand tu es, par exemple, là aujourd'hui, tu as évolué plutôt sur la région parisienne. Et effectivement, quand tu es sur la région parisienne, par exemple, ça fait complètement sens. Une fois que tu as 20, 30 appartements qui sont ici, par exemple, avoir ta boîte de ménage, c'est très très bon. Parce qu'en fait, tu vas avoir les mêmes personnes en permanence. Et finalement, ton chiffre d'affaires, au lieu de le donner à un sous-traitant, tu vas te le payer à toi-même et c'est tout de suite une boîte qui va tourner, quoi. Tout à fait. Excellent. Voilà. Après, c'est les objectifs. Il faut que j'arrive à prioriser mes objectifs. Évidemment, ça c'est, on va dire, moyen long terme. Mais voilà, on commence sûrement, doucement. On essaie de faire les choses bien dans l'ordre. Complètement. Non, mais c'est bien d'avoir une vision en fait un peu plus loin en se disant il y a ça et effectivement il y a une chose qui est sûre et que j'ai appris et que je pense beaucoup d'entrepreneurs auront exactement le même état d'esprit, c'est qu'il y a un moment il faut aussi se mettre des œillères, c'est-à-dire en fait l'objet brillant qu'on voit à côté en se disant tiens cette boîte que je pourrais faire. Exactement. Alors, je sais attraper des apparts, j'en attrape un maximum, je fais bien mon travail sur ça et une fois que j'en ai un certain volume, je réfléchis, je me dis allez, là c'est vrai qu'on a bien inondé par exemple la région parisienne, on a un gros volume d'appartements, peut-être que là on peut commencer à penser diversification, mais c'est vrai qu'en attendant... Et Dieu sait que c'est pas évident de savoir prioriser parce que une idée en appelle une autre, qui en appelle une autre, et on se disperse assez vite. Donc il faut arriver à rester focus, et je pense que les coachings que vous proposez permettent notamment ça. C'est-à-dire de se fixer des objectifs concrets et d'aller les atteindre step by step sans s'éparpiller trop. Quoi. Ouais. Je sais que tu as attaqué la partie développement il y a une quinzaine de jours. Voilà, c'est ça. Et alors ça donne quoi là sur ces 15 premiers jours, comment tu vois justement, comment tu vis le coaching, comment tu vis Je le vis très bien. Je vis très bien. Et puis les personnes qui font le coaching on voit qu'ils maîtrisent bien le sujet, donc on se sent vraiment à l'aise avec eux. Et la confiance s'instaure tout de suite. Après, c'est vrai que ça permet d'apprendre aussi on va dire des nouveaux aspects de la conciergerie, parce que jusqu'à présent, c'était la prise en main. On nous donne une conciergerie qui est déjà en place, même si j'ai essayé de m'intégrer un peu plus tôt dans le processus, histoire d'être confronté aux problèmes plus vite, parce que vous me l'aviez proposé. Mais maintenant, on rentre dans une phase de prospection, ce qui est complètement différent. Et moi, j'ai pas forcément de notion de marketing, de communication, enfin pas plus que ça, en tout cas. Donc ça m'apporte ces éléments-là. J'ai une question pour toi, parce que tu as fait en fait finalement des longues études d'ingénieur qui sont sorties, t'en es sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est encore récent. Et aujourd'hui, tu te mets à l'entrepreneuriat, mais dans la tête de beaucoup de gens, le fait finalement d'être ingénieur, c'est un peu une espèce de Graal pour certains. En tout cas, c'est vu quand même comme une certaine élite de la société. Finalement, toi indirectement, en voulant être entrepreneur, c'est vouloir peut-être un peu quitter ça. Comment tu vois ça et à quoi c'est dû? C'est vrai qu'à moyen long terme, l'objectif c'est ça, c'est peut-être de quitter mon domaine pour m'investir plus dans mon entreprise. Mais c'est vrai que je suis un peu tombé dedans par hasard. C'est que j'ai fait mes études. Je suis un peu le produit typique de l'éducation nationale, bac scientifique, école d'ingénieur, tout ça, prépa. Et une fois que je suis rentré dans le milieu professionnel, donc j'ai eu de la chance parce que le projet dans lequel je suis, l'entreprise dans laquelle je suis me plaise énormément. Ma curiosité a fait que je suis tombé sur des success stories de gens, notamment comme toi, comme vous, qui êtes dans l'entrepreneuriat depuis un moment. Et je me suis dit, mais en fait, ces gens-là, ils sont partis de... Des fois, ils ont fait moins d'études que moi, ils sont partis de plus loin, et ils réussissent. Donc, c'est vrai que moi, mon entourage n'est pas trop dans l'entrepreneuriat, mais je me dis, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour moi. Donc, de fil en aiguille, je suis rentré dedans et je me suis dit, c'est vrai que pourquoi on ne nous apprend pas tout ça à l'école, en fait? Parce qu'on nous apprend plein de choses très intéressantes, ou pas, ça dépend, mais
il manque tout le volet, comment se challenger, comment se lancer dans l'entrepreneuriat, avoir une bonne santé financière, gérer son argent, gérer son portefeuille. Tout ça, clairement, je suis sorti de mes études, ça me manquait. Ou comme tu le disais, on en parlait tout à l'heure, faire ses impôts, faire sa déclaration. Première fois que j'ai dû faire ça, pas ça à l'école. je me suis dit, oh là là, mais pourquoi on m'apprend pas ça en fait? Parce qu'on sait qu'on va devoir le faire plus tard, quelles que soient les études d'ailleurs. Et on ne l'apprend pas. Donc, moi j'ai ma petite théorie du complot sur tout ça, mais je sais pas si on peut en parler. Ça. On en reparlera. Non, mais c'est vrai, moi je suis persuadé que l'école est faite pour faire des bons salariés et quelque part le fait de pas avoir justement l'intelligence par exemple financière, bah en fait ça nous rend quand même un peu plus moutons et quand tu le vois, tu sais, c'est tout est pensé, je trouve, d'une manière où si aujourd'hui tu gagnes je sais pas le salaire moyen français, bah en fait pour pouvoir te loger il faut absolument être en couple, c'est quasiment impossible de se loger quand on est seul, etc. En fait, et c'est fait pour qu'après les gens fassent des enfants. Et alors, j'adore les enfants. Hein. Il y a des gens qui vont dire, ils critiquent les enfants et tout, pas du tout l'esprit. J'ai 3 enfants moi-même, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai bien vécu aussi, c'est que des enfants, c'est aussi une source supplémentaire où en fait, quoi qu'il arrive, en fait, il faut que tu rentres dans le moule, il faut que tu ailles chercher un boulot, il faut que tu sois dans ce boulot. Et en fait, le fait de devenir entrepreneur, c'est des fois prendre des risques, sortir de sa zone de confort, prendre le risque de plus être piqué au chèque de paye. Moi, j'appelle ça la picousse, tu vois, le chèque de paye, parce que c'est ça, en fait, on te le redonne mois après mois, mais finalement c'est devient difficile d'être entrepreneur, plus on avance et plus on se met de charges, plus on se met de choses, parce que à chaque fois c'est toujours pour plus tard qu'on va le faire. Et à un moment, je le vois, on a des gens des fois qui nous rejoignent, qui ont une 60aine d'années par exemple, et qui disent finalement je me retourne, et c'est vrai qu'il y a plein de choses que j'ai adorées dans ma vie, il y a plein de choses que j'ai fait qui sont géniales, mais ce truc entrepreneur, je l'avais à 20 ans, je l'avais à 30 ans, je l'avais à 40 ans, je l'avais à 50 ans, et j'arrive à 60 aujourd'hui, et je me rends compte que c'est passé très vite, et que finalement je l'ai pas fait quoi. Moi je trouve ça admirable, hein, ces gens-là qui commencent génial, a priori tard, mais qui se lancent quand même. C'est quand même une force de détermination. Complètement. Oui, parce que souvent, plus c'est tard, plus on a de croyances limitantes. C'est un peu comme apprendre le ski, tu vois. Quand tu as 3 ans, tu apprends le ski, c'est facile, tu prends pas de haut. Et quand tu as 30 ans, tu apprends le ski, là, c'est plus la même. Et c'est exactement la même chose. Ils ont plus de responsabilités, que ce soit familial ou autre. Enfin, là, je pense qu'il n'y a pas de mauvais timing. Je pense pas. Non. Chacun a son timing. Moi, j'ai de la chance, je suis un peu tombé dedans tôt. Donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus pour se lancer. Tout ça, ça donne. Enfin, on voit plus que c'est possible. Ouais. Voilà. Oui, complètement. C'est vrai que et par rapport à un autre projet entrepreneurial, pourquoi tu as choisi conciergerie clairement? Parce qu'il y a plein d'opportunités de se lancer dans c'est une bonne question, mais c'est vrai que, comme je le disais, l'immobilier, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Déjà, à titre personnel, je voulais investir pour déjà des biens à moi. Les conditions, la conjoncture économique actuelle fait que c'est pas si évident. Faut un peu temporiser, mais je dis au lieu de temporiser et de rien faire, il y a cette solution-là, sur laquelle je suis tombé, notamment grâce à vos vidéos, pas de raison que ça marche pas. Et je pense que ça met un pied à l'étrier, peut-être pour embrayer ensuite sur d'autres volets de l'immobilier. Voilà, plus de toute façon, chaque expérience entrepreneuriale est géniale. Voilà. Là, tu as un bac à sable avec finalement peu de risques parce que en conciergerie, parce que quand tu vois... On est là, en fait. Alors, déjà, on est là et aussi même le business en lui-même est très peu risqué parce qu'en vrai, quand tu regardes la plupart des business, tu vas monter un restaurant demain, il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour se lancer et le risque est vraiment présent parce que je sais pas, demain, t'as personne dans ton resto, etc. Là, c'est quand même différent. C'est-à-dire qu'en fait, ton appartement, même s'il se loue un peu moins, tu feras juste un peu moins de commission, mais le risque est très limité. Tu peux pas vraiment perdre de l'argent. En fait, c'est ça, exactement. Non. T'as pas grand-chose. Parce que si ça se passe mal, on met fin au contrat et puis. C'est ça. Ça n'arrive pas. Mais brûle, voilà, ta personne, c'est pas à toi. C'est pas le nôtre. Peut-être t'es pas le propriétaire, donc je trouve juste un nouveau contrat. Et oui, c'est vrai que les risques sont limités. Je pense que c'est un peu bateau la phrase, mais le plus gros risque, c'est de rien faire en fait, simplement. C'est ça. Exactement. De pas se bouger. De pas se bouger, de remettre à demain. C'est ça. Exactement. C'est-à-dire à jamais, pour beaucoup de gens. Exactement. De toute façon, le pire, moi je le dis souvent, j'ai toujours été, ma vie est pleine, faite de plein d'opportunités, de circonstances, et souvent d'une rencontre, d'un truc, tu vois. Et en fait, c'est vrai que par exemple, un truc tout bête, pour des gens qui peut-être regardent ces vidéos, ils sont en hésitation, et en fait finalement ils sont à
un oui ou un non, par exemple, tu vois, de changer leur vie en fait, parce qu'en fait tu prends complètement un virage complètement différent. C'est-à-dire que en 2017, par exemple, si je pose pas une première vidéo sur Internet, finalement, on n'est jamais là en train de se parler. Si des années avant, je vous raconte, je vais pas raconter ma vie parce que c'est l'interview de Quentin trop longtemps, mais la toute première fois où je fais un crédit immobilier, j'ai 19 ans. Et en fait, à 19 ans, c'est je pense un peu la folie d'être jeune. Je me rends pas compte qu'il faut un CDI pour acheter tu vois, un bien immobilier. Personne autour de moi fait spécialement d'investissement immobilier. Et moi, je me dis, tiens, j'ai envie de mettre un toit au-dessus de ma tête. Donc, je vais aller acheter une maison. Puis, je suis en période d'essai, en fait, à ce moment-là. Je signe un compromis, j'y vais, puis je vais voir des banques. Puis, en fait, les banques commencent à me rironner. Je dis, mais c'est fou ça, tu vois, c'est pas normal. Et plein de gens qui regardent se disent, oui, mais c'est normal en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que j'étais en faire. Tu savais pas que c'était pas normal. Je savais pas moi que c'était pas normal en fait, j'en avais aucune idée. Pour moi, pas formé, etc. Tu savais pas que c'était impossible, alors tu l'as fait. Exactement. Et finalement, j'ai une banque, j'ai le LCL, un gars derrière son bureau qui me dit, bon, je vais vous passer, c'est pas un très gros crédit, je vais vous le passer. Et en fait, génial, ça passe. Et plein de gens après m'ont dit, mais attends, t'as eu un crédit, t'étais en CDI, période d'essai, etc. C'était improbable, je venais juste de signer. Et heureusement, t'avais pas écouté avant. Mais exactement, j'aurais écouté avant, jamais j'aurais acheté, on serait peut-être pas en train de se parler aujourd'hui. Et en fait, c'est tout le temps ça, on est tout le temps à un oui, un non, une décision. Et en fait, moi, j'ai souvent un truc, c'est, en fait, il faut foncer. Il y a un moment, il faut y aller. Il y a des choses qui se passent pas exactement comme on veut, il y a des choses qui se passent comme on veut, mais pendant ce temps-là, on avance, on est en mouvement, et en fait quand on est en mouvement, il y a des choses qui se passent quoi. Le fameux toile d'araignée, c'est qu'on tisse un premier fil et ça débouche sur d'autres, encore plus gros. Exactement. Et souvent en plus les efforts pour tisser les premiers trucs de la toile d'araignée sont là et nos résultats sont un petit peu là. Mais en fait ce qui est fou c'est qu'après il y a une inversion de courbe qui se fait et c'est vrai que ça nous est arrivé plusieurs fois sur des business, sur des choses, de dire c'est marrant là, on a eu vachement de retours, vachement de choses sur les appartements, sur ta conciergerie, où tu dis mais ce mois-ci j'ai eu plein d'appartements qui sont rentrés et tout, et puis en fait finalement il y avait eu très peu d'efforts en fait en termes de communication de fait, mais en fait c'est parce qu'on oublie les efforts énormes qui ont été faits finalement avant, qui font que après ça tombe quasi tout seul, c'est exponentiel. Complètement, c'est crescendo, faut juste pas vouloir aller trop vite, mais faut y aller quoi. Exactement. Et je pense que justement le fait d'avoir une conciergerie clé en main, ça nous oblige en fait à rentrer dedans parce que on a un produit physique en fait à gérer. Tiens, la boîte. Oui, voilà. Tourne déjà. Bon, c'est comme je disais, c'est un peu stressant au début. On se dit oula, maintenant il faut que je m'en dépatouille. Mais l'avantage c'est qu'on est là pour te pousser. Et on peut plus le repousser à demain. On se dire je ferai ça plus tard. Voilà, je créerai ma boîte demain. Ouais. Oui, c'est parti. La boîte elle est dans tes mains. La boîte elle est là. Mais t'es pas livré à toi-même. T'es pas largué. Tu confirmes. Je confirme. Ouais. Et puis en plus, l'équipe est là. Vous nous avez trouvé des prestats de ménage qui sont franchement top quali. C'est nos yeux et nos oreilles en plus vis-à-vis des biens qu'on a. T'as une bonne relation avec tes prestataires. Oui. En plus j'ai pu les rencontrer physiquement, donc ça c'est top. De toute façon, c'est pour ça qu'on peut gérer assez facilement à distance à aujourd'hui et pas avoir besoin de se déplacer dans les biens, c'est parce qu'on a des alliés. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, j'ai des propriétaires, d'ailleurs, s'il y a un propriétaire qui nous regarde et qui se dit mais attendez, comment ça, on se déplace pas, etc., c'est pas possible. En fait, si, c'est possible, mais parce qu'il y a des équipes, c'est comme, en réalité, c'est juste qu'on se place dès le démarrage d'une conciergerie clé en main, comme le patron d'une boîte. C'est-à-dire qu'en fait, le patron de McDonald's aujourd'hui, il va pas visiter l'ensemble de ses McDo. Heureusement. Et alors, je nous compare peut-être à un patron vraiment très élevé, mais en fait, il faut toujours avoir cette pensée quand on entreprend, de se dire, ok, il y a des choses sur lesquelles j'apporte ma vraie plus-value, et là, je vais mettre la main dans le cambouis parce qu'il faut que je comprenne comment ça marche, mais il y a tout un tas de choses qui n'ont pas besoin, en fait, qui peuvent être complètement ou sous-traitées, ou données à des personnes, et plus on va monter, plus justement, il y a des choses que tu vas prendre. D'ailleurs, il y a, dans la partie développement, je suis en train de préparer quelque chose de nouveau, parce qu'on a plusieurs membres là qui commencent à arriver à 10, 12, 15 biens, et donc du coup, je suis en train de préparer une partie justement sur tout ce qui est délégation et de comment on monte aussi la marche supplémentaire d'après, parce que je sais que dans très peu de temps ça va être utile pour un certain nombre, comment on monte la marche supplémentaire d'après en disant voilà, il y a aussi tous ces trucs là que je faisais que maintenant je vais donner à quelqu'un et on va continuer à se concentrer de plus en plus que sur le développement effectivement. C'est ça aussi le rôle de patron, c'est de ne pas travailler dans son business mais sur son business. Oui, au-dessus de son business. C'est vraiment d'organiser et de manager tout le travail de tes prestataires. On est le chef d'orchestre, après au début il faut être bien dedans pour bien comprendre le processus, encore une fois c'est important. Après quand les choses sont bien établies, bien mises en place, il n'y a pas de raison de toujours avoir mettre son nez dans tout, parce qu'en fait on a des personnes de confiance avec nous et
Faut savoir déléguer. C'est ça. Pour moi, arriver à 15-20 biens, tu dois plus jamais voir un message voyageur. C'est par exemple, c'est obligatoire parce qu'en fait, le volume, même si beaucoup de choses sont automatisées, quand tu arrives à 15-20 biens, devient suffisamment important pour pouvoir prendre quelqu'un et aussi pour faire que toi, ça va te manger trop de temps sur ta partie développement et c'est important. Complètement. Puis je pense que cette casquette de manager, entre guillemets, elle est intéressante aussi, je pense. On apprend de nouvelles choses. Encore un volet supplémentaire. Complètement. Et c'est même, pour moi, tu te rends compte, c'est suivant le volume. Aujourd'hui, je pense qu'on a, entre les différentes boîtes, on est à peu près une centaine de personnes qui bossent pour nous. Et je vois bien, là où tu fais complètement une différence, c'est et le dernier code qu'on a vraiment craqué, je trouve, depuis un an, finalement, c'est justement toute cette partie recrutement et cette partie équipe, en fait. Et là, tu te rends compte que tu peux vraiment aller lever des niveaux, parce que pour moi, tout est un grand jeu. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, on joue tous les jours et le jeu, c'est un peu comme dans n'importe quel, je sais pas, jeu vidéo ou dans n'importe quel jeu de Monopoly ou autre. Tu passes le level d'après et c'est le niveau d'après qui est là et il y a le boss à aller, le boss à aller tuer, tu vois. Et le boss équipe, c'est un vrai boss qui là, tu sens que du level 10 au level 20, il va être très utile. Quoi, comme on dit, tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Bien sûr. Et ça, c'est vrai que je suis encore dans le salariat et mon projet me plaît beaucoup. Et c'est vrai que ces notions-là, on les voit au quotidien. Bah oui. La notion d'équipe, la notion de management. Bon, je suis pas manager, mais j'ai un manager, j'ai une équipe avec moi. De toute façon, le meilleur truc, je trouve, c'est toujours de s'imprégner en fait des autres. Je sais pas si c'est mimétisme ou je sais pas comment on dit, mais en fait, moi, je sais que j'ai appris le management avec en ayant observé des managers, en ayant vu toutes les conneries aussi qu'ils avaient fait pour certains, tout ce qu'il fallait pas forcément faire, les différents styles. Tu vois, j'ai eu un manager, j'étais assez peu de temps quand même salarié, mais j'ai eu un manager qui était très directif. Jamais j'étais capable de manager comme ça parce qu'en fait j'ai vu tous les dégâts que ça pouvait en fait finalement amener partout en étant c'était son style, il le faisait très bien la manière où il le faisait et c'est quelqu'un qui a eu un parcours génial et exceptionnel, mais personnellement, je trouve que c'est la pire manière de manager. Mais enfin bref. Mais de toute façon, on voit aussi avec les prestataires de ménage. Si tu les appelles uniquement pour les engueuler et dire il y a eu un problème de ménage par-ci par-là ou il y a eu un mauvais commentaire, ça va pas leur donner envie de donner vraiment plus d'efforts pour toi. Alors que si tu les appelles pour les féliciter, dès que tu vois un bon commentaire, là tout de suite il y a une autre relation qui se tisse. Elles sont ravies quand on leur envoie les commentaires voyageurs positifs. Je pense que pour elles c'est une super récompense. Ça leur donne déjà la valeur de leur travail et le sens aussi à leur travail, parce que l'idée c'est de se dire c'est pas juste un travail alimentaire, on travaille vraiment dans la location courte durée, donc c'est presque le niveau de l'hôtellerie et le but c'est de satisfaire les voyageurs, satisfaire les propriétaires. Donc quand on leur donne cette vision, elles ont envie de faire plus et de faire Bien sûr. Et je me suis aperçu d'une chose en plus, c'est que elles mettent beaucoup d'affect dans les biens, parce que comme elles les voient au quotidien, quasiment tous les jours, on sent qu'elles sont attachées aux biens et que le moindre petit problème, ça leur tient à cœur. Donc elles nous remontent très vite les informations. Nous, on fait ce qu'il faut après pour que ce soit traité. Mais c'est très bienveillant avec elles. Et tant que ça communique bien, je pense qu'il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. En fait, les notes, c'est vrai que souvent, tu sais, les notes Airbnb, il y a certaines personnes, je vois certains propriétaires, etc., ils voient ça comme une douleur. C'est-à-dire, oh là là, mais les notes, etc. Et en vrai, moi, je le vois plutôt comme, une espèce de possibilité de s'entraîner à chaque fois. C'est-à-dire qu'en fait, oui, et c'est pour ça que c'est important de partager. C'est-à-dire de dire, regarde, là, on a eu un 5 étoiles. Regarde, là, on a été félicité pour le ménage. Là, on a été félicité pour ça, c'est super. Ouais. C'est un peu le carnet de notes de tout le monde, mais le carnet de notes, on est tous très contents quand on a des 5, et puis le jour où il y a un 3 ou un truc qui s'est passé, en fait on a le carnet de notes qui est là, et en fait c'est une nouvelle manière de s'entraîner pour demain, mais par contre la personne va le prendre beaucoup plus à cœur si elle voit des 5 tout le temps, et qu'elle voit un 3 tomber, et qu'elle dit que si on lui balance juste le 3 en disant qu'est-ce que t'as fait, c'est juste mais c'est important. C'est sûr. Quand ça va pas, il faut le dire, mais quand ça va bien. Et quels sont les conseils en fait, par exemple sur le développement, sur la prospection, qui t'ont vraiment été utiles et où tu te dis ah oui c'est du bon sens, mais je ne connaissais pas. Déjà les différents canaux que je peux activer. C'est vrai qu'on pense pas forcément au début à activer son réseau chaud, donc ses proches déjà qui vont en parler à droite à gauche. Le bouche à oreille en soi. On a tout de suite envie de se lancer dans la publicité Facebook, dans les prospectus, les machins. Donc c'est bien. Le coaching sert notamment à ça, à nous recadrer, dire attends, est-ce que tu as déjà fait
La première étape, les bases, et je les avais pas, les bases. Donc, c'est vrai que c'est un réflexe, tu sais, qu'on voit souvent, où des gens en fait se disent j'en parlerai à mes proches quand ça marchera plus tard. Mais en fait, c'est complètement contre-intuitif. Enfin, je comprends en fait qu'on puisse penser de cette manière et que beaucoup de gens pensent de cette manière, mais en vrai, la terre entière de savoir que tu fais de la conciergerie, parce qu'en fait, surtout qu'au début, on n'est pas en pleine maîtrise du pitch. D'ailleurs, je serais curieux d'en parler un petit peu avec toi de ça juste après, de la partie pitch en fait. Mais on n'est pas en pleine maîtrise du pitch, et donc finalement, quand on est dans notre réseau chaud, les gens vont beaucoup plus facilement nous passer un petit écart que si tu fais de la publicité par exemple Facebook pour mettre en avant ta conciergerie. Si tu maîtrises pas ton pitch, c'est juste de l'argent que tu vas acheter à la poubelle, parce que les gens vont pas te prendre au sérieux, parce que tu vas être face à d'autres gens qui eux vont maîtriser beaucoup plus leur pitch, etc. Je pense que c'est un bon bac à sable, parce que oui, voilà, comme tu dis, on peut se permettre de faire des petites erreurs de pitch, ou les gens sont bienveillants, ils ont envie que ça marche pour nous, parce que ils tiennent à nous, donc ils font en sorte que de diffuser l'information, après ça atterrit où ça atterrit. Et c'est surtout l'image de l'arbre, en fait, c'est quand tu commences à cueillir les pommes, par exemple, tu commences toujours par les pommes les plus mûres, les plus accessibles, et après tu vas grimper une fois que t'es plus et mettre l'échelle, et galérer, voilà, c'est ça. Heureusement, je suis grand, donc je peux avoir des pommes assez hautes. D'ailleurs, je sais que Pierrick aime bien utiliser en coaching un peu l'image de toile d'araignée, est-ce qu'il t'en a parlé? Il m'a parlé de ça, Et c'est un peu les maths, c'est-à-dire qu'en fait, plus tu multiplies les contacts, en fait, tu tisses ton toile, et en fait, tôt ou tard, quelqu'un va rentrer dans ton toile parce que tu en as parlé à tellement de personnes. Peut-être à premier abord, ils n'ont pas d'opportunité, mais dès qu'ils ont une opportunité, ils entendent parler de quelqu'un qui a un bien, ils vont tout de suite penser à toi parce que tu vas rester un peu dans le top of mind, ce qu'on appelle vraiment dans la partie de consciente en fait de leur cerveau. Et ils vont penser à toi tout de suite s'il y a besoin de conciergerie. Donc, après, il faut quand même s'exercer à laisser une bonne image, à être quand même sérieux dans notre discours. Et après, normalement, voilà, le fleuve suit son cours. Enfin, voilà. On verra ce que ça donne pour la suite, mais en tout cas, on est parti pour. Le pitch, c'est maîtrisé? Ça va? C'est maîtrisé. Je me suis un petit peu entraîné. Justement, j'ai eu l'occasion de faire des petits déplacements à droite à gauche. Je me dis, tiens, c'est l'occasion. J'ai mes cartes de visite sur moi, voilà, que ce soit un serveur de restaurant, un commerçant. Il n'y a pas de mauvais... J'explique juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le pitch. En fait, c'est la présentation de votre conciergerie. Donc, c'est comment vous allez présenter vos services et quelle est la différence que vous pouvez proposer par rapport à une autre conciergerie. Voilà, c'est ça. Il va se démarquer. On nous l'apprend aussi. Mais c'est un exercice intéressant, un peu stressant au début, on ne va pas se mentir. Parce que moi, je suis pas du tout habitué à ça. Mais bon, de fil en aiguille, le pitch se rôde et on est de plus en plus confiant. Ouais, mais c'est ça. Et puis, en même temps, ce qui est bien, c'est comme tu as déjà des biens dans les mains et que tu vois les problématiques en fait au jour le jour, doublement ton pitch prend encore plus sens parce que c'est vrai que tu démarrerais de zéro, tu devrais aller chercher le premier. Finalement, tu parles d'un truc que tu as juste vu en vidéo, que tu maîtrises pas, avec des problématiques que tu maîtrises pas. Et là, le fait d'être rentré en plus assez tôt dans le process, tu as vu les problématiques qui peuvent arriver, je sais pas, booking, etc. Les petites choses qui peuvent exister. Et du coup, un propriétaire, il va tout de suite sentir en fait que tu maîtrises. Et ça, je dirais que pour moi, c'est 50% savoir se vendre quand même et savoir expliquer en fait ce qu'on fait comme il faut, et 50% c'est notre expérience qui fait qu'on est... Voilà, je pense qu'il faut savoir rassurer aussi les propriétaires sur pas mal de points, et comme tu l'as dit, on a déjà des biens, donc on sait ce qu'ils attendent les propriétaires, on sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils veulent éviter aussi, donc on sait, on arrive à les rassurer sur certains points. Et toi en plus du fait d'avoir des bons résultats aujourd'hui à ta conciergerie, et ton côté ingénieur quand même bien carré, bien organisé, donc l'avantage c'est que aujourd'hui, le but aussi de cette vidéo, c'est de faire appel aux propriétaires qui regardent sûrement cette vidéo en région parisienne. Donc si vous avez envie de confier votre bien à une personne qui est vraiment très motivée, qui est très investie dans sa conciergerie, donc vous pouvez trouver son contact juste en dessous de cette vidéo et confier votre bien à un ingénieur très rigoureux qui va s'en occuper. Et moi j'ai le retour de notamment Pierrick qui l'a suivi sur toute la partie gestion, et il m'a dit Quentin, c'est carré. J'aime bien ce petit mot, il est simple, tu vois, mais exactement. Mais franchement, félicitations. Que même, je trouve, je pense qu'en vidéo, ça transparaît aussi. T'as été une vraie détermination intérieure à aller abattre des montagnes, et ça fait tout, quoi. Bien sûr. Non, mais c'est ça qu'on a envie de faire les choses bien déjà pour nous aussi, parce que voilà, quand on sait que le service rendu, il est pas à la hauteur, on sait qu'on fera pas long feu déjà, et il y a moins de motivation aussi, parce qu'il n'y a pas la récompense, c'est-à-dire d'avoir la satisfaction client qui est derrière.
Quentin, franchement, merci beaucoup. Je trouve ça très inspirant et, je trouve ça très inspirant et tu vois, tu montres aussi parce que j'ai entrepris à peu près, tu vois, au même âge que toi. Enfin, même encore un petit peu plus jeune, mais en tout cas, voilà, à 27, tout le monde ne pense pas à ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent plus à aller boire des bières le week-end. Non, mais c'est vrai, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est vrai qu'il faut prioriser. Oui, c'est sûr. Il faut prioriser. C'est sûr. Et donc félicitations pour ta motivation, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, moi, j'ai bien envie qu'on prenne un petit rendez-vous ensemble dans quelques mois. Avec plaisir. Qu'on refasse une petite vidéo pour mettre en avant un petit peu le développement, où t'en seras. Et je sais qu'on est parti pour une série d'appartements. Je l'espère bien. On va tout faire pour. Ça fait plaisir. Voilà. Nickel. Bon, écoutez les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Comme on vous l'a dit juste avant, si vous voulez tout simplement interagir avec Quentin et puis voir comment vous pouvez bosser éventuellement avec lui, si vous avez un appartement à lui confier, vous trouverez un lien dans la description. Et également, si vous voulez voir vous aussi comment rejoindre les conciergeries clés en main, comment avoir un parcours comme celui de Quentin qui débute tout juste mais qui est déjà très avancé, vous trouverez un lien également dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très Ciao. vite.